Messieurs les jurys, chers publics, chers contradicteurs, saisir une plume de sa main pour faire entendre sa voix, telle est la mission de l'écrivain et telle est celle du candidat à Rhétorica. Et si je suis là aujourd'hui, n'est-ce pas parce que j'ai réussi à faire entendre ma voix jusqu'à présent? Je me suis laissée guider par l'envie. L'envie d'avoir envie. L'envie de me surpasser, guidée par cette petite voix intérieure qui m'a conseillé de me lancer pour me faire écouter. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une voix? Le sens le plus commun de ce terme désigne l'ensemble des sons produits par le larynx humain, et puis par extension, le support physique du langage, la manière dont il est employé. Notre voix peut transmettre nos opinions, exprimer nos sentiments, nous permet de dire ce que l'on veut, ou au contraire, ce que l'on ne veut pas, de s'exprimer de quelque manière que ce soit. Mais la voix est également bien plus que cela. C'est aussi l'expression vigoureuse même de l'opinion. Quel gouvernement n'a jamais eu à faire face à la voix de son peuple, à la voix de la presse, ou encore à la voix des arts? Ensuite, l'expression se faire entendre mène à l'idée d'audition, de prise en compte, de compréhension par le destinataire de la voix. Enfin, autre terme essentiel de ce sujet, le verbe impersonnel « falloir ». Il pose une obligation, une nécessité, avec une connotation péjorative. Tout comme lorsque M. Fleury nous annonce qu'il va falloir apprendre le cours de droit pénal par cœur pour l'oral, soit un peu moins de 100 pages. Alors, si on combine ces trois éléments, il apparaît évident que oui, pour entendre, il faut bel et bien que quelqu'un ait quelque chose à dire. Si personne ne s'exprime, personne n'écoutera. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi je vous l'affirme sans sourciller, il faut une voix pour se faire entendre. Et que ce soit d'une part la voix de l'homme dans toute sa beauté, que d'autre part la voix des arts dans toute leur complexité. Dans un premier temps, la voix s'attache à la faculté de parole, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. Car oui, les mots expriment tout. Aussi bien notre bonheur que notre désarroi, notre passion que notre déception. Peu importe qu'on la comprenne ou non, peu importe qu'on l'entende ou non, la voix, mesdames et messieurs, n'est que l'expression de notre réflexion. Chaque sentiment, sensation, émotion, puisé au plus profond de soi, peut se voir retransmis par un mot, quel qu'il soit. Et même si parfois les mots peuvent nous manquer, c'est bien souvent que l'on vint à s'en rappeler. En effet, à mes yeux, la voix est une arme puissante, voire accablante. Elle permet de convaincre sans aucune crainte. Chaque mot employé, chaque timbre de voix emprunté, permet d'influencer les mentalités. Et puis sans voix, il serait bien difficile de se faire entendre lorsqu'on appelle à l'aide. Face à un danger, le corps immobilisé, seule notre voix peut venir nous sauver. Seule notre voix peut apparaître à un cri cinglant, plus puissant que n'importe quel mouvement. Alors oui, la voix est une arme. Une arme d'ailleurs bien connue de tous ces grands hommes politiques et grands orateurs qui savent jouer avec le poids des mots et toucher notre sensibilité du bout des doigts. Tel Martin Luther King qui était la voix de l'égalité, ou Simone Veil qui était celle de l'émancipation de la femme. Le général de Gaulle, quant à lui, a réussi à marquer les esprits, à convaincre son peuple par son éloquence et à en incarner la voix de la résistance. L'éloquence. Le mot est dit. L'éloquence est l'art de la parole, de la belle parole parfois, de la parole brute et violente d'autres fois. La parole, quant à elle, exige une voix. Donc incontestablement, tout ce qui est éloquent a une voix. Et notre sujet ne se rattache-t-il pas à l'éloquence dans son essence? Les exemples foisonnent sur ce sujet. Un professeur arriverait-il à plaire et instruire sur un cours s'il ne pouvait en prononcer un mot? Un chanteur pourrait-il se faire diffuser sur nos radios s'il n'avait pas de voix? Et puis un avocat arriverait-il à défendre son client sans user de sa voix avec talent? Non. Et puis, pour ce qui est de moi aujourd'hui, pourrais-je exprimer ma pensée si je n'avais pas de voix?
Cela me paraîtrait bien difficile de vaincre mon contradicteur, qui lui en a une, et ne se privera pas de l'utiliser afin de vous en abuser. Peut-être invoquera-t-il les cas d'aphasie, lorsque l'on est muet, pour démontrer que la voix n'est en rien nécessaire pour se faire entendre. Mais l'aphasie, mesdames et messieurs, n'affecte que l'usage de langage, pas celui de la voix. Peut-être invoquera-t-il au contraire l'anacousie, ou encore la barrière de la langue, cas dans lesquels la voix serait a priori futile, puisque non perceptible. Mais là encore, sa stratégie sera anéantie. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire de traiter la voix d'une façon beaucoup plus large, plus subtile. Elle exprime surtout un message, une pensée retranscrite avec clarté. Et peu importe le moyen d'expression, on y retrouvera toujours la même intention. Un auteur ne manifeste-t-il pas sa voix à travers ses écrits? N'arrive-t-il pas à bouleverser notre opinion par une simple interrogation? Nous apprenons sa manière de penser et apprenons à ne plus s'en détacher. En effet, c'est par la voix de la presse, par son célèbre J'accuse, qu'Émile Zola a réussi à faire entendre sa voix dès l'aurore. C'est par Les Misérables et Le Dernier Jour d'un condamné que Victor Hugo a critiqué le système pénal d'une époque délabrée. Ils incarnent le symbole de l'éloquence, sans user de paroles avec abondance. Jean Cocteau le précisait bien en dictant ces mots. Qui sait écrire, c'est se battre avec de l'encre pour se faire entendre. Tout comme je me suis battue avec cette plaidoirie, tout comme je me bats encore aujourd'hui pour tenter de vous convaincre avec folie. Alors oui, je vous le dis, oui, l'éloquence c'est de l'art. L'art de faire passer un message fort, l'art de se faire entendre. Peu importe le sujet, peu importe le support, et peu importe les moyens de médiation utilisés, la voix prise pour indiquer une opinion sera toujours écoutée par ceux qui savent entendre. En ce sens, j'entends ceux qui savent percevoir une opinion, une conviction. En outre, le sujet dit qu'il faut une voix pour se faire entendre. Qui n'entend pas une petite voix dans sa tête lorsqu'il a un texte ou un article de presse? Ne dites pas non. Elle ne parle pas à voix haute en tant que telle, mais résonne dans notre tête, tel un lointain écho. Nous avons tous quelque chose à dire, tous une volonté d'être considérés. C'est d'ailleurs bien pour cela que nous existons. Nous avons le droit et le devoir de faire entendre nos passions. Une personne peut également être l'allégorie même de la voix, être la voix porteuse d'un message qui n'est pas le sien, en frappant son époque, en marquant les mentalités, aussi bien dans le cadre individuel que collectif. Clamer la voix des malheureux, par exemple. Et comme le prononçait Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Chaque voix doit être représentée dans une société. Chaque prise d'opinion doit être portée à notre réflexion. Et quel plus bel exemple que le vote? Ce droit qui permet de retransmettre la voix de chaque électeur dans des choix qui leur tiennent à cœur. La nation exprime sa voix à travers une action, un geste poignant et revigorant. En effet, en ancien français, un vote était égal à une voix. Et n'est-ce pas toujours le cas? Et puis, tel que le prononçait Léon Gambetta, quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. La nation possède donc bien et bien une voix, sa voix. Cette voix qui dit « oui, j'ai quelque chose à dire »,« oui, je vais être entendu et je le serai ». Mais la parole n'est pas faite que de mots et d'intonations. Elle est aussi faite de mélodies. De mélodies de notes et de silences. Ainsi, si l'on peut décider d'user de sa voix pour s'exprimer, on peut également décider de se taire. Comme ce fut le cas lors des seconds tours des élections présidentielles, avec 25,3% d'abstention. Un record. Jamais autant de Français n'avaient utilisé leur voix de cette manière. Sans voix, le silence ne signifie rien. Sans voix, l'abstention ne signifie rien. C'est bien parce que nous avons une voix que le silence est aussi éloquent. C'est bien parce que nous avons une voix que le silence permet de se faire entendre. Notre voix est essentielle. Il ne faut pas se contenter d'attendre, mais de se faire entendre. Et la voix est aussi une mélodie. La voix est la musique de l'âme,
tels étaient les mots de Barbara. La musique et la voix de l'âme, tels sont les miens. Un morceau de musique place des mots là où il n'y en a pas et nous émeut avec la force d'un aveu. Nos recherches sont d'ailleurs pas actuellement The Voice, La Voix sur TF1. La musique constitue le plus formidable des vecteurs d'émotion et de passion. Comme des cris dans la gorge, envie de crier sa haine, donnant parfois envie de se casser la voix, pour ne pas citer Patrick Bruel. Une mélodie pleine de charme représente nos états d'âme, raconte des histoires avec envie et fait renaître en nous des sentiments personnels enfouis. Parce que l'amour se raconte en musique, l'allégresse chante à pleine voix, la peur se morfond dans des gammes majeures et la mélancolie se noie dans des arpèges maladroits. Quelques notes de piano, et c'est parfois bien trop grand, bien trop puissant, bien trop assourdissant. Parce que la musique fait pleurer, parce que la musique fait rêver. George Sand clamait que la voix l'interprète du cœur et de l'âme, l'expression de la vérité des plus tendres sentiments. Certes, elle l'est, mais pas uniquement. La voix du cœur, de l'âme, provient de notre être tout entier, de notre corps, de notre mentalité. La voix du cœur, par exemple, permet de nous faire entendre raison, de se faire entendre à sa façon. Je pourrais continuer en vous parlant de la parole performatrice. C'est le fait pour un signe linguistique de réaliser lui-même ce qu'il énonce. Dès lors, un événement n'arrive que parce qu'on l'a énoncé. Un exemple concret. Lors du jugement d'un accusé, la sentence décidée déterminera l'avenir de l'individu. Il sera soit coupable, soit innocent. Et ces deux mots auront un impact considérable sur l'identité de l'interlocuteur. Ces deux mots vont faire d'un individu ce qu'il est. Et en prononçant ces deux mots, ils s'accompliront. Hélas, le temps m'est compté. Alors oui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une voix pour se faire entendre. De ceux qui aiment parler, mais aussi écouter. Écouter ce qu'il y a à entendre. Et qu'est-ce qu'il y a à entendre si ce n'est une voix? Peu importe le type de voix dont il s'agit, notre voix représentera toujours ce que nous sommes. Elle est en quelque sorte le reflet de nos pensées, le miroir de notre vie. La voix est forte et ne ment jamais. La voix est belle, même frêle. La voix nous met à nu et permet de se faire entendre de la plus douce façon qui soit. Il faut une voix pour se faire entendre. Car quoi que nous exprimions, il faudra toujours l'intervention de notre voix ou de celle d'un représentant. Car même l'expression par le silence ne vaut que parce que nous avons une voix. Car l'art se fait entendre par une voix éloquente qui lui est propre. Alors pour finir, chers jurés, je vous demanderai simplement de chier la voix de votre cœur, la voix de la sagesse et de la raison, afin de, je l'espère, me donner votre voix. La plume est plus forte que l'épée. C'est une vérité éternelle. Un pistolet peut voler une vie, mais un mot peut toucher le cœur de nombreuses personnes. Voici la morale de la fin du 4e épisode de la série Albator de 1984. Et lorsque je l'ai entendu étant enfant, je fus subjugué, sans voix, devant la sagesse que me transmettait son auteur, Leiji Matsumoto. En effet, cette manière de dire que les mots sont plus forts que les armes signifie que le recours aux armes ne peut suffire à vaincre la liberté d'expression. La spécificité de l'homme ne réside pas dans sa voix. Votre chien, votre chat et votre rongeur ont une voix également. Et ils demeurent audibles. Non, la spécificité de l'homme, c'est d'avoir un langage articulé. Et par conséquent, des mots pour s'exprimer et se faire comprendre. Oui, car ce qui importe lorsqu'on souhaite se faire entendre, ce n'est pas tant d'être entendu, mais plutôt d'être compris par les autres. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, chères contradictrices, et toi aussi, public, après vous avoir convaincu
convaincu que l'essence, ce n'est pas la vie, et suite au tour de force par lequel je vous ai inculqué qu'embrasser, ce n'est pas tromper, voici qu'aujourd'hui, j'ai la tâche difficile de vous démontrer que la voix ne suffit pas toujours à se faire entendre ou à se faire comprendre. Ce qui est, vous l'avouerez, quelque chose d'assez délicat pour un modeste participant d'un concours d'éloquence tel que moi. Mais soit, j'accepte le défi, et j'ai également la ferme volonté de vous prouver qu'il existe d'autres moyens de s'exprimer. Je commencerai par vous parler de la dimension politique évoquée par le sujet, et soyons honnêtes, je serai bref. Faut-il avoir une voix pour se faire entendre en politique? La réponse est tout simplement non. Si vous n'avez que votre voix et qu'aucune autre ne vient s'y ajouter politiquement, vous n'existerez tout simplement pas. Allez manifester tout seul, au mieux les gens se moqueront de vous et vous passerez pour un illuminé. Présentez-vous à des élections, pour certaines, vous ne pourrez même pas être candidat car il faut le soutien des voix de 500 élus pour être sur la grille de départ des élections présidentielles. Et même si vous êtes candidat, vous êtes vraiment trop confiant envers l'abstention des Français pour penser que vous aurez une hypothétique chance d'être élu avec nulle autre voix que la vôtre. Non mais rendez-vous compte, même votre maman ou vos amis, si tant est que vous en ayez véritablement, ne vous auraient même pas suivi dans cette aventure. Pour en revenir à la liberté de s'exprimer, si les hommes naissent libres et égaux en droit, force est de constater que la nature n'est pas si généreuse. Tel un instrument, la qualité des cordes vocales et le timbre de la voix diffèrent d'un individu à un autre. Ainsi, dans la nature, vous trouverez une véritable diversité des voix. Des gens qui ont une voix extrêmement aiguë, d'autres qui articulent plus ou moins. Et surtout, il y a la voix suave et extrêmement naturelle et du synthétiseur vocal de l'éminent professeur Stephen Hawking. Autant d'éléments qui s'entendent, mais qui pour autant peuvent faire obstacle à la compréhension d'un destinataire, ou tout du moins du sérieux de ce dernier. Pourtant, cela n'enlève rien à la valeur et à la pertinence du propos que la voix peut gâcher. Par ailleurs, l'intelligibilité de la voix passe également par la compréhension de la langue de l'interlocuteur. Ainsi, dans l'Ancien Testament, et plus précisément lors du passage évoquant la construction de la tour de Babel, Dieu constate que les hommes formaient un peuple uni, qu'ils pratiquaient un langage unique et qu'ainsi ils étaient capables de porter des projets en commun. Mais pour une raison qu'on ignore, nous poussant à nous interroger quand même sur la santé mentale de ce dernier, Dieu décide alors de semer la discorde parmi les hommes en diversifiant leur langage, pour les empêcher de communiquer, pour les empêcher de se comprendre et surtout pour les empêcher de s'entendre. C'est quand même fou. Imaginez, messieurs, dames, vous êtes en soirée et vous repérez le fruit de votre convoitise. Vous l'approchez, tel un jaguar, prêt à bondir sur sa proie. Elle arrange ses cheveux. Vous avez le cœur juste au bord des yeux. Vous continuez de vous approcher, mais là, sans la regarder, vous sentez la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étoiles, vous comprenez que c'est la fin du voyage. Car au mieux, votre accent de bouffeur de camembert sera là pour vous faire retomber au sol, bien loin de la pesanteur qui vous était promis. La voix est quelque chose de faillible. Même si vous avez la chance d'en disposer, il demeure néanmoins des chances que vous restiez incompris. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une multitude de moyens et de solutions pour se faire entendre, et ce, sans utiliser la voix. Il y a le langage des signes, qui est une manière de se faire comprendre pour les personnes muettes et de se faire entendre par les personnes sourdes. Par ailleurs, depuis quelques années, on assiste à un véritable regain d'intérêt du signe. Si ce dernier est peu présent à la télévision en termes généraux, se cantonnant à quelques rares chaînes d'information, ou encore
à la chaîne parlementaire pour traduire, non sans ironie, un véritable dialogue de sourds, il a tendance à apparaître de plus en plus dans les fictions. Je pense notamment au film La famille Bélier, qui a raflé toutes les récompenses importantes des Césars de 2015, ou plus récemment encore au film d'animation Silent Voice. Plus généralement, vous n'avez pas besoin d'être un expert en signes pour réussir à vous faire comprendre au moyen de quelques gestes. Le cinéma l'avait bien compris à l'époque où il était encore muet. Par exemple, le cinéma de Charlot est encore à ce jour ancré dans nos mémoires pour nous démontrer que le burlesque peut se passer de la voix, le mime étant capable de se faire comprendre et de divertir. En outre, on utilise également tout un tas de petits gestes dans notre vie quotidienne. Le plus connu d'entre eux, c'est ce pouce, que désormais on pourrait appeler like grâce à Facebook. Ou encore ce geste-ci, utilisé pour désigner quelque chose. Celui-ci, pour signifier à un complice que tout va bien. Celui-là, pour indiquer que ça ne va pas du tout. Et, chose amusante, on peut également s'amuser à les combiner. Par exemple, on peut utiliser ces deux-là pour signifier les besognes humaines. Il y a également d'autres moyens pour faire passer un message. Il y a par exemple la manière de se vêtir. Regardez le mouvement des gilets jaunes. Cet uniforme est plus qu'un gilet, c'est un moyen d'exprimer ses idées. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, mais un mouvement politique qui appelle à plus de démocratie et aussi à la fin de l'asphyxie financière et fiscale pour les plus démunis. Enfin, j'aimerais également évoquer un aspect qui me semblait pourtant évident quant à la question de savoir s'il faut avoir une voix pour se faire entendre. Au fond, qu'est-ce que la voix ? Eh bien, c'est tout simplement un son, et comme tous les sons, il s'agit d'une vibration mécanique sur un fluide. En d'autres termes, une onde qui est perçue par l'oreille et interprétée par notre cerveau. Et à ce titre, la voix n'est pas le seul son que nous puissions percevoir. Nous sommes sensibles à énormément de sons, certains plus agréables que d'autres, comme au claquement des lèvres lors d'un bisou, au claquement irritant des talons de la voisine du dessus, alors qu'on lutte pour préserver notre grasse matinée, au doux glissement du vent qui caresse tendrement l'herbe un bon matin de printemps, ou encore à la ruine apocalyptique des vents humains lorsque les murs sont trop fins, et que le voisin va aux toilettes qui n'en demandait pas tant. On peut également entendre la musique, mais également la comprendre, et ce, même en l'absence de la voix, laquelle demeure un instrument facultatif du 4e art. Par ailleurs, chère contradictrice, récemment j'ai été surpris. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais j'ai remarqué en visionnant les rediffusions que les participants n'étaient pas les seuls à se faire entendre lors des joutes. Le public également, par ses réactions, ses rires et ses applaudissements. Alors, pour finir, en guise de conclusion, cher public, j'aimerais t'inviter à te faire entendre encore plus. Pour cela, je vais battre la mesure du premier couplet d'une musique que tu as déjà entendue. J'aimerais que tu la maintiennes, et moi, avec mon magnifique accent yaourt au camembert, je chanterai les paroles lesquelles sont sans importance, car elles nous invitent simplement à faire du bruit. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de reprendre ce rythme avec moi. Cher public, c'était fabuleux. J'ai perdu les mots, j'en ai perdu la voix, alors laissez-moi vous le dire de cette manière, merci.